En fait, bon là, on voit pas un pick-up, mais 2 pick-up qui nous barrent la route. Et donc là, ils sont plus 4, mais ils sont 8 ou 9 hommes. Tout de suite, moi, j'ai pensé on était en train de se faire kidnapper, clairement. La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Bérengère Gué. En Libye, la pire angoisse de ma vie. En 2015, je suis partie en Libye avec Médecins sans frontières comme responsable médical. Et en ce moment, on était en train d'ouvrir des nouvelles activités. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 gouvernorats en Libye. Donc, il y a celui de l'Est et celui de l'Ouest. Donc, moi, je partais du côté du gouvernorat de l'Est, où Benghazi, à cette époque, était à 70% aux mains de Ansar al-Sharia, qui est en fait une branche de l'État islamique. Et MSF avait des intentions d'ouvrir des activités en urgence pour pouvoir approcher la population à Benghazi, d'être au plus proche en fait des civils. Et on a donc ouvert un premier projet à 40 km de Benghazi. Et à ce moment-là, on était dans une mission assez particulière, parce qu'il faut savoir qu'en 2015, il n'y avait plus du tout d'humanitaire dans le pays, du moins dans le gouvernorat de l'Est. Il y avait vraiment plus d'étrangers dans le pays. Et majoritairement, le personnel soignant en Libye, c'était souvent des migrants, donc soit des Philippins, des gens qui venaient un petit peu de partout et qui avaient fui le pays suite à la guerre. Et donc, en fait, on s'est retrouvés dans un pays qui a des gros moyens financièrement et ils ont des infrastructures énormes, des hôpitaux suréquipés, etc. Mais il n'y avait plus du tout de personnel médical. Quand on est arrivé, c'était aussi très particulier parce qu'on n'était pas vraiment identifié MSF. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore les autorisations de recruter du personnel pour justement mettre en place les activités médicales. Le jour où je suis arrivée sur le terrain, j'étais dans une ville qui s'appelle Al-Abyar. On était à ce moment-là 3 expatriés sur le terrain. Donc il y avait un logisticien. Je suis arrivée avec le coordinateur de projet. Moi, j'étais responsable médicale. Et on avait notre coordinatrice médicale qui était en visite avec nous ce jour-là. Le soir, on s'est rendu dans la maison que notre logisticien avait trouvée la semaine d'avant. Lui, il était le plus ancien, donc c'est lui qui connaît le plus la ville, mais juste à l'échelle d'une semaine. Hein. Il nous dit, on n'a pas de chauffeur parce que ici, les Libyens, ils n'ont pas trop envie de travailler comme chauffeur, c'est assez dégradant. Ils nous ont lâchés aujourd'hui, donc on n'a pas de possibilité d'utiliser un chauffeur. Donc, va falloir qu'on marche dans la ville pour au moins aller s'approvisionner en nourriture, parce qu'on n'avait rien, en fait. On s'est tous dit que c'était pas forcément une super idée de marcher comme ça quand il commence à faire sombre dans la ville. Mais bon, on n'avait pas trop le choix. J'étais avec une autre fille, donc on était voilés, on avait le hijab. Et donc, on était quand même moins reconnaissables comme étant des expatriés à ce moment-là. Par contre, les garçons avec qui j'étais, eux, ils avaient mis des backpacks pour aller faire les courses. On est partis comme ça tous les 4. On a essayé d'accélérer. Donc, c'était un petit quart d'heure de marche du centre. Dans le centre-ville, on se fait interpeller une première fois par des gens qui s'apparentent à être de la police, qui nous demandent nos visas. Ça prend 10 minutes, ils nous laissent tranquilles. On va faire nos courses. Et puis là, on rentre. Derrière nous, moi, je vois un premier pick-up noir avec des inscriptions, bien sûr, en arabe qui arrivent et puis qui s'arrête à côté. Il y avait 4 ou 5 hommes qui sortent et qui commencent à nous faire comprendre, monter dans la voiture. Et donc, moi, je me mets un peu en recul parce que je suis une femme et que c'est pas forcément très bien perçu tout de suite de parler avec un homme. Mes 2 collègues masculins, donc eux, essayent de comprendre ce qui se passe. En plus, à ce moment-là, ils parlaient uniquement en arabe. Il y en avait un d'entre eux qui parlait un petit peu en anglais. On essayait de comprendre. On a essayé de leur expliquer qui on était. C'était quand même assez musclé comme rapport, parce qu'on comprenait quand même qu'ils n'allaient pas nous lâcher. Et on n'avait absolument aucune intention de monter dans la voiture avec des personnes habillées en civil qui nous demandent de les suivre. C'est quand même assez flippant comme situation. Et puis, au bout de 10 minutes, ils nous laissent partir. Et nous, on essaye de retrouver la maison. On s'est un peu perdus sur le chemin. Et puis, après cette scène, on voit pas un pick-up, mais 2 pick-up qui nous barrent la route. Et donc là, ils sont plus 4, mais ils sont 8 ou 9 hommes. Ils n'ont pas d'armes visibles, en tout cas, sur eux. Mais là, moi, je commence à vraiment être pas bien. J'avais une boîte d'œufs dans les mains et je me souviens, je cassais mes œufs un par un. On voit les voisins sortir un peu les têtes des maisons parce que forcément ça criait un peu fort, ils insistent pour qu'on monte dans les voitures.
Et donc je me dis, bon, les voisins, au moins, on a des spectateurs, on aura des témoins, si jamais il se passe quoi que ce soit, qu'on n'ait pas trouvé. Enfin, tout de suite, moi, j'ai pensé on était en train de se faire kidnapper, clairement. Puis, moi, ils ont commencé à me prendre par les bras, par les jambes et à me balancer dans une voiture. Je suis ressortie parce que je voulais surtout pas qu'on se sépare avec mon équipe. Et puis, voilà, donc, parce que j'avais super peur, en fait. Au final, on n'a pas eu le choix. Ils nous ont quasiment tous portés, mis dans les bagnoles. Donc, on était séparés. On était 3 derrière avec un gars à côté de nous. Et puis, il y avait 2 hommes devant. Et on essaye de leur faire comprendre, parce que le gars qui était à côté de nous, il parlait un petit peu en anglais. Donc, moi, je lui disais calm down, parce que il criait dans tous les sens. Et franchement, c'était super flippant. Entre-temps, mes collègues, ils avaient réussi à téléphoner à notre coordination pour prévenir qu'on ne savait pas ce qui se passait, mais on supposait qu'on était soit kidnappés, enfin voilà. Donc tout de suite, nos collègues en coordination, eux, ont averti Paris, parce que normalement, quand il y a un événement comme ça qui se passe, il y a toute une cellule de crise qui se met en place pour résoudre les problèmes, que ce soit kidnapping ou autre. On savait qu'on avait quand même réussi à alerter notre coordination, mais sur le moment, on était un peu face à nous-mêmes, on fait qu'est-ce qui se passe ? Et donc on essaye de dire aux gars, emmenez-nous à l'hôpital, Moustarchfa, parce que là-bas, notre logisticien qui était là depuis une semaine, il avait réussi à obtenir un contact assez haut placé, assez respecté dans la ville. Et donc on lui a envoyé plein de messages pour qu'il essaye de nous aider, en fait, mais il répondait pas sur le moment. Et en fait, on est passé pleine balle devant l'hôpital et on a dit mince, on s'arrête pas à l'hôpital. On a continué à rouler, ils nous ont emmenés dans un endroit et puis ils nous ont interrogés un peu individuellement et je sais plus combien de temps on est resté, peut-être 1h30, 2 heures, je m'en souviens plus. Et puis là, le soulagement, on a vu ce monsieur que notre collègue logisticien avait essayé de contacter, en fait, qui a retrouvé notre trace, sûrement en contactant plusieurs personnes. Il a discuté longuement avec ces gens-là et finalement, voilà, on a été libérés. On a eu du mal à comprendre ce qui s'était passé, qui étaient ces gens. Il se trouve que c'était un groupe de services secrets. Nous, on ne le savait pas à ce moment-là, mais dans cette ville à La Biard, il y avait plus d'une vingtaine de différents groupes de services secrets qui étaient hyper suspicieux, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'étrangers à ce moment-là. C'est la guerre dans le pays, donc bien évidemment, ils soupçonnaient qu'on était des espions ou des choses comme ça. Et on a eu quand même pas mal de chance d'après ce monsieur qui nous a aidés, parce qu'il y a quand même une partie, a priori, selon lui, de certains groupes de services secrets ou quoi que ce soit, qui sont quand même extrêmement corrompus avec justement les branches de Daesh, etc. Donc on n'est pas tombé sur les pires, on va dire. Moi, je suis restée après sur cette mission pendant 3 mois, mais j'étais vraiment pas sereine parce que j'étais vraiment considérée comme une espionne, que ce soit à l'hôpital, même si j'ai réussi à développer une collaboration avec la direction de l'hôpital qui était assez intéressante, où je voyais bien que de toute façon, comme j'étais une femme, ils ne me criaient jamais dessus. Mais que c'était quand même une mission assez dure psychologiquement, où franchement, on se faisait suivre régulièrement. Enfin, il y avait vraiment de quoi développer une certaine paranoïa. Je crois que c'était la pire angoisse de ma vie, où voilà, j'ai vraiment pensé que j'allais plus jamais revoir ma famille, que j'allais mourir dans des conditions atroces, ce qui m'est rarement arrivé en dehors de cet événement particulier. Quand je suis rentrée de Libye, donc bien évidemment, j'ai débriefé avec mes collègues en charge de l'opération à Paris. J'ai aussi vu un psychologue, puisque à MSF, on a une cellule de psychologues qui accompagnent les équipes et qui sont disponibles normalement au quotidien. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça a un peu changé mon rapport à la sécurité et à la gestion, justement, en tant que coordinatrice d'urgence ou de projet. Puisque j'avais pas reçu un briefing vraiment sur justement le contexte avant de partir et sur tout ce volet avec les risques éventuels pour les équipes. Mais je pense que ça a beaucoup changé dans mon rapport aussi à me dire que je faisais extrêmement confiance à l'association et que si un jour il devait m'arriver quoi que ce soit, je suis persuadée que l'association mettrait tout en œuvre pour résoudre le problème, et c'est ce qu'ils font de manière générale, bien sûr, mais aussi à poser mes propres limites et à plus peut-être faire part de mes craintes. Et c'est vrai que selon les contextes, il y a des gens, ils peuvent être en crainte, ils n'ont pas envie de partir sur des contextes où il y a des bombardements parce que c'est quand même ultra violent et que tu te réveilles toutes les nuits et que tu as peur que ça tombe sur la maison. Mais il y a aussi juste des craintes, par exemple, travailler sur une épidémie d'Ebola. Les gens ont le droit d'avoir peur à un moment donné. Il faut aussi essayer de vraiment expliquer que voilà, il y a des choses qui sont normales, d'autres qui sont pas normales, mais pour que les gens arrivent à s'exprimer en toute liberté. Et puis, moi, c'est ce que je me dis des gens qui n'ont pas peur et qui partent, je sais pas, en Syrie, au Yémen ou dans des contextes ultra difficiles,
ça me donne pas forcément confiance, quoi. C'est pas normal à un moment donné de pas avoir de crainte. Dans le prochain épisode. Quand vous êtes contaminé, que vous savez qu'il y a 70% des personnes qui décèdent, il y a tout un aspect psychologique qui est très difficile.